Donc merci à tous de votre patience et de votre assiduité par rapport à notre sujet qui nous passionne. Donc Rennes-le-Château, la colline enchantée, la colline envoûtée, suivant les versions, les deux, ça dépend des moments. Nous avons la chance assez exceptionnelle aujourd'hui d'avoir une palette d'intervenants qui ont connu parfois l'affaire à ses tout débuts et d'autres qui sont arrivés, comme moi, beaucoup plus récemment. Donc pouvoir profiter de leur expérience, de leur mémoire, et pouvoir ouvrir cette affaire à d'autres questions, voir un petit peu ces éléments partagés entre les vécus de tout le monde. Et je vais rapidement laisser la place à nos intervenants pour leur demander quelles ont été leurs premières recherches, leur entrée dans l'affaire, leur point d'ancrage, leur début, mais surtout leur évolution. Quelles ont été leurs premières pistes et surtout, quelles ont été les pistes qu'ils ont abandonnées au cours de l'évolution et de la recherche. Ça, c'est pas facile, parce que parfois, on peut se tromper, on change d'avis. Et aujourd'hui, je vais leur demander de faire ce petit exercice, de voir un petit peu leur évolution personnelle quant à cette recherche. Alors, évidemment, l'ancienneté oblige, je vais laisser la parole aux plus anciens dans cette affaire, hein, ceux qui étaient présents depuis leur enfance, Claire et Antoine. Donc, je vous passe le micro et je vais vous demander donc quelles ont été vos premières impressions sur cette affaire, quelles ont été vos premières croyances et quelle en est-elle aujourd'hui, concrètement. Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est vrai que moi je suis né à Rennes il y a bien longtemps maintenant, puisque je suis né quand même en 37. Oui. Cette histoire dont au départ on peut dire que je l'ai connue dès le début, puisque mes parents en ont parlé dans ma famille, puis dans le village, mais on n'en faisait pas toute une histoire. Hein, pour dire, on disait, bon, la Bessonnière a trouvé un trésor, et puis c'est tout. Hein. On n'allait pas chercher plus loin. La seule chose qu'on avait dit dans ma famille, notamment donc, que c'était un trésor qui avait été trouvé dans l'église. Ça a été dit également par mon oncle et tout, à la télévision. Et ensuite, que c'était un peu grâce à mon arrière-grand-père, qui était le cardinal de la Bessonnière, que la Bessonnière aurait pu trouver ce trésor, puisque c'est lui qui avait trouvé un document dans une fiole qui était caché dans un vieux balustre en bois. Mais, bon, mais évidemment, on en parlait très peu. Et donc, la première fois où je m'en suis vraiment occupé, c'est quand j'ai connu M. Corvu, mon beau-père. Donc, puisque lui recevait déjà, lorsqu'il a monté son hôtel, beaucoup de monde, et notamment les charroux dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en voyant arriver tous les premiers chercheurs, je me suis quand même intéressé à ce moment-là vraiment au sujet. Mais en fait, je ne savais pas grand-chose et je n'interrogeais pas trop. C'était pas mon beau-père au départ, hein, donc je ne l'interrogeais pas trop sur cette histoire. Et je n'avais pas eu la curiosité non plus d'approfondir auprès de mes parents. Ça, c'est un regret que je peux avoir aujourd'hui parce que même lorsqu'on a écrit notre premier livre, je n'avais pas questionné mon pauvre père qui était décédé donc quand on a écrit le livre. Alors, apparemment, il devait savoir quand même pas mal de choses. Donc là-dessus, la première chose qui nous a intéressés, c'était, ça va vous faire sourire, c'était de se moquer des chercheurs. Parce qu'en fait, on n'y croyait pas tellement, malgré ce qu'avait écrit mon beau-père, et on pistait les chercheurs, au cas où ils auraient trouvé quand même. Donc, ce qui était amusant, c'est que lorsqu'ils partaient, puisqu'ils venaient pour les week-ends, on allait voir un peu ce qu'ils avaient trouvé. Quoi. Je crois savoir également qu'il y a eu tout un jeu du village de fausses pistes où on s'amusait avec les chercheurs aussi. On les voyait chercher, alors parfois on en jouait aussi un petit peu. Non, non. Pour être franc, il faut dire que les chercheurs qui venaient à l'hôtel, puisqu'on les voyait le soir avec leurs pendules, leurs cartes, tout ça, ça nous intéressait. On était aimable avec eux, puis c'était quand même, je vais vous le dire, des clients de mon beau-père. Là-dessus, il faut le comprendre aussi. Parce qu'initialement, on ne sait pas exactement la vraie pensée de mon beau-père. Je demanderai à Claire si elle le savait. Mais je crois qu'il croyait sincèrement. Parce que j'ai fait des recherches avec lui. On allait au Bals, on allait à Comous-Sourde, on allait un peu partout. Et lui, il avait quand même rencontré des gens comme
d'abord des prêtres, comme l'abbé Mazière en particulier, qui avait fait déjà des recherches, et puis des gens qui venaient le voir exprès, donc ils devaient savoir quelque chose. Alors au début, nous, ça nous a amusés, mais on y a cru. Parce que nous-mêmes, enfin, quand je connaissais Claire, on faisait des triangulations, on recherchait tout ce qu'on pouvait trouver sur une carte en fonction des documents qu'on avait. Alors, les documents qu'on avait, c'était les documents de mon beau-père. Et les premiers, notamment, on a beaucoup fantasmé sur comment s'appelle le fameux écrit. Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle cet écrit que j'avais affiché quand on a fait le musée. Comment il s'appelle hein non, là où effectivement, vous savez, il y a les fameuses croix de Como sourde. Non, il y en a eu beaucoup. Dans le saut pêcheur, je ne l'ai jamais affiché parce que pour moi, il est faux. Donc, parce que, on en parlera tout à l'heure. Oui, très rapidement, quand même, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qu'il y avait beaucoup de fausses pistes, que les gens, à part celui qui aurait écrit, c'est le comte de Maraval. On avait attribué un texte à lui, donc lui, on pensait que ce qu'il disait, et il était souvent à Rennes, avec mon beau-père, ça pouvait avoir une portée véridique. Hein. Donc là, on suivait un petit peu ce qu'il nous disait. Mais rapidement, on s'est aperçu qu'effectivement, ça menait à rien. Les chercheurs, alors à l'époque qu'on a connu, nous à Rennes, il y avait des trous partout. C'est vrai que les gens, ils arrivaient et ils pensaient avoir un pouvoir et ils trouvaient comme c'était curieux, des gens qui ne connaissaient rien de l'histoire. Il y a eu un exemple typique d'une personne qui était un touriste qui est passé, accroché par l'histoire, il se découvre un talent au pendule, il va rester 6 mois. Pour vivre, il va chercher. Bon, finalement, ça a commencé comme ça, petit à petit. Et puis, alors, j'ai connu donc Gérard de Sède. Gérard de Sède, on l'a reçu plus tard à la maison, mais je vais vous dire, c'est des regrets qu'on peut avoir quand j'étais jeune. Mais c'est le moment où on s'est mariés, ça ne nous préoccupait pas tellement. Voilà. Donc, on a pu passer à côté de ça. Je vais te couper un court instant, parce que je vais garder cette partie, justement, avec Gérard de Sède et les grands acteurs, on va dire, de ce début, pour un petit peu plus tard. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, 50aine d'années plus tard, quel est, du coup, votre point de vue à tous les deux sur cette affaire, avec justement tout ce recul maintenant? Il faut dire qu'on a commencé à s'intéresser à cette histoire quand on a créé l'association, donc il y a un bon moment. Et au début, on y a bien cru. J'ai cru au parchemin, j'ai cru à beaucoup de choses. Puis j'ai approfondi, évidemment, pour moi, après, petit à petit, je les ai rejetés. J'ai considéré que tout ça, c'était écrit par Plantard dans un but qui ne m'intéressait pas. Ce qu'on pourrait appeler la deuxième affaire, en fait, quasiment. Oui, la première étant celle de Saunière et cette deuxième... la deuxième affaire. Puisqu'il n'y a pas eu de trésor trouvé, enfin, personne n'en a rien trouvé à ma connaissance, il y a de matériel de la part de... Donc ça a évolué sur autre chose. Et là, on comprend pourquoi, ça s'est reporté d'ailleurs sur l'abbé Boudet par la suite, très rapidement, parce que Saunière en avait donné quelques éléments de base, et donc on ne pouvait pas dire n'importe quoi, on savait à peu près, comme l'a dit Christian, d'où provenait une partie de ces ressources et tout. On ne pouvait pas inventer. Et donc, moi, personnellement, petit à petit, bon, je considérais que, par exemple, les parchemins, c'était des faux, de suite, parce que ce qu'on m'avait dit dans ma famille, et dans le village, à l'époque, les vieux, il avait bien été trouvé des papiers, ils disaient des papiers anciens. Bon, ça pouvait être des parchemins, d'accord, on ne dit pas. Mais comment savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit là-dessus? C'était impossible. Pour le problème de l'authenticité d'un document. Oui, l'authenticité, voilà. Donc, pour nous, enfin pour moi en tout cas, il me semble qu'il s'est greffé une deuxième histoire à partir d'interprétations qui étaient passionnantes. Chacun a voulu y voir. Je sais que j'ai des amis qui pensent que les fameux parchemins sont vrais, sont véridiques. On peut s'étonner à ce moment-là pourquoi on ne les voit pas. Hein, pourquoi la personne qui les détient aujourd'hui ne les montre pas. On va en parler de tout ça, des éléments qu'on peut considérer comme concrets. Et non, là on fait vraiment une petite introduction, vraiment pour voir un petit peu vraiment voilà, le cheminement entre la première pensée et celle actuelle en fait. Alors actuellement, on est toujours persuadé que Saunière a trouvé un trésor, d'abord puisqu'on l'a dit dans ma famille, donc que ce trésor, il en existe toujours une partie, puisque ça c'est Mlle Marie qui l'a dit à ma tante, enfin elle l'a dit, Claire pourra le dire mieux que moi, vous marchez sur de l'or sans même le savoir, donc il en reste toujours.
Alors, je ne vois pas pourquoi elle aurait dit ça comme ça. Je pense donc, pour moi, toujours qu'il reste toujours quelque chose. Or, la théorie qu'on a développée dans le livre, également dans les dessins que je fais, c'était que le trésor, il est toujours quelque part enfoui dans un souterrain. Voilà. D'accord. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je suis resté donc sur la position d'un trésor matériel et pas du tout d'un trésor. Parce que Saunière a été prêtre jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il a beaucoup souffert, il le dit lui-même. S'il avait cru à certaines choses sur Marie-Madeleine et Jésus, je ne crois pas qu'il se serait embarrassé de continuer la prêtrise. Il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai que c'est tout un autre sujet. En tout cas, c'est intéressant ce témoignage par rapport à ce regard où on subit, en fait, les chercheurs aussi d'une certaine façon, qu'on s'enrichit à leur contact, Ouais. à leur découverte, et puis qu'on finit par développer un raisonnement critique aussi Oui. par rapport à cette affaire. Bon, on va passer la parole à nos autres intervenants pour qu'ils puissent exprimer un petit peu leur regard sur l'affaire. Oh, on va commencer par le bout, on va commencer par Paul Saucé. Donc, Paul, qu'est-ce qui vous a amené à cette affaire? Et aujourd'hui, quel est votre état d'esprit sur cette quête trésoraire, ou enfin mystique ou physique, peu importe? Bien, donc en fait, ça fait 22 ans que je viens à Rennes-le-Château. Donc on remonte à 97, c'est la première visite que j'ai effectuée en 97 ici à Rennes-le-Château. La première chose qui m'a frappé, c'était justement l'absence d'informations historiques sur l'église, sur le château. On ne savait pas à qui avait appartenu le château. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient curieuses. Tout tournait en fait autour de la Bessonnière, autour du mystère de la Bessonnière, de son trésor, des parchemins, etc., etc., etc. Bon. Donc j'ai quand même investigué le côté, je dirais, je parlais tout à l'heure, la chape mythologique écrasante. J'ai quand même lu énormément de choses qui allaient dans ce sens-là, ne fût-ce que pour m'informer de ce qui se disait. Et puis je me suis dit que finalement, c'était pas ma tasse de thé. Bon, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire en général, à l'histoire médiévale en particulier. J'avais visité des églises romanes ici même dans la région et qui étaient très bien documentées. Il y avait des associations qui s'étaient créées, notamment par exemple à Bahreïn. Il y a une très belle église romane qui est dans son jus de l'époque et qui est maintenue impeccablement par une association locale de volontaires. Bon. Donc ici, ça m'avait frappé qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, mon premier souci a été quelle est l'histoire du lieu? Quels sont les faits? Bon. Et là, ça m'a entraîné dans... je me suis attelé, par exemple, à lire l'histoire générale de Languedoc. C'est 15 volumes, c'est 8000 pages que j'ai lues, toutes. Bon. Et là, on commence à se forger, je dirais, une opinion. Bon. Il y a évidemment, et j'en avais parlé, le livre de Claire et Antoine, où je pense que c'est Claire qui a dû rédiger. Le tombeau était suffisamment grand pour y loger, pour y enterrer des membres qui n'étaient pas de la famille, etc. Donc, voilà. Et ça m'a. Donc, il y avait un tombeau des seigneurs. Et là, là, c'est parti. J'ai exploité, je dirais, cette thématique, le tombeau des seigneurs avec une crypte. Je faisais la distinction entre le lieu de sépulture, je dirais, des seigneurs du lieu, et une crypte qui contiendrait des reliques, parce que les grands de l'époque, quand il s'agissait de se faire enterrer, souhaitaient se faire enterrer à côté des reliques, donc à côté d'une crypte, ce qui contenait les reliques. Et j'étais complètement persuadé de ça. J'ai eu la chance, enfin je me suis un peu imposé, il faut le dire aussi, d'accompagner l'équipe américaine du docteur Eisenman quand ils sont venus faire ici donc des sondages, qui n'ont pas donné grand-chose, puisqu'en fait ces gens ont débarqué ici avec une absolue méconnaissance totale du site, de l'histoire locale, etc. Ils n'étaient là que pour, le côté technique de leur appareillage de détection, etc. J'ai dû insister, parce qu'on parlait, donc à l'époque, on parlait déjà de crypte, c'est moi qui en avais parlé. Et donc, j'ai dit, mais attendez, si vous cherchez une crypte souterraine, c'était surtout l'huilier à l'époque, hein, le maire qui lui fantasmait sur la crypte. Aussi, excuse-moi, je te coupe un court instant, on a le témoignage de Alain Ferral,
Oui. prétend notamment avoir été dans la Oui, oui, ben oui. Alors, bon, c'est toujours le problème des témoignages, Oui. c'est-à-dire que, bon, voilà, on ne sait Oui, pas je comment placer. discutais longuement avec Alain Ferral là-dessus. Oui, il aurait caché une bouteille de coca ou une canette ou je ne sais pas quoi. Oh. Enfin, soit. Mais donc, ce que lui voulait absolument, c'était qu'on trouve la crypte. Bon, mais les gens, les types des Edmonds sont venus avec des petits appareils portatifs, bon, qui ne détectaient pas grand-chose au-delà d'un mètre 50 de profondeur. Bon, ça ne donnait rien. Bon, moi, j'ai trouvé un des gars qui m'a... Je dis, écoute, fais-moi un petit parcours derrière l'hôtel, là, dans le cœur, et tu règles ton truc à 5 mètres. Mais 5 mètres, on va rien voir. Bon. J'ai dit, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il y a des petites anomalies à gauche, à droite. Ce qu'ils avaient détecté, c'était sûrement les restes des fouilles de Cholet à l'époque. Enfin, donc, je dis, non, tu règles ça à 5 mètres. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a une cavité, un trou. Enfin, s'il y a une cavité. Bon, oui, il l'a fait. Okay, bon. Mais bon, je n'ai eu le résultat de ça que 5 ou 6 mois plus tard, que j'ai soumis immédiatement à un laboratoire belge qui m'ont dit, oui, effectivement, les graphiques que vous me donnez indiquent qu'il y a bien une cavité sous le cœur de l'église. Bon, donc là, ça m'a complètement conforté dans mon hypothèse de tombeau, crypte, etc. Alors, du coup, ça, c'est vraiment un témoignage captivant parce que ça renvoie à ce que Antoine nous disait tout à l'heure sur le principe de revenir à Rennes-le-Château pour l'affaire de Rennes-le-Château. Parce que c'est vrai qu'à une époque donnée, au moment où il y a l'interdiction des fouilles, l'histoire se dispatche un petit peu partout. Et chaque auteur, avec talent, hein, ce n'est pas la question, commence à exporter l'affaire. Et vos travaux nous la renvoient à Rennes-le-Château. Et ça, c'est tout à fait captivant. Je vais laisser la parole à Mariano pour essayer, du moins, pour voir comment cette affaire est arrivée en Italie. Donc, ton histoire sur comment tu es arrivé et quelles sont tes croyances sur cette affaire aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas arrivé avec Gérard de Sède, mais avec l'énigme sacrée. Donc, tout ensemble, Jésus et Marie le Magdalene. Donc, Rennes-le-Château, c'est un des éléments dans une plus longue mythologie. En 2003, je suis venu ici la première fois. Je suis tombé en amour avec le village. Et aujourd'hui, j'ai fait traduire et publier Gérard de Sède en italien. Donc, Il Tesoro Maledetto, c'est disponible en italien. Et c'est un cadeau pour les Italiens qui, finalement, peuvent lire l'histoire originale. Et la plus grande surprise en 2003, c'est d'acheter l'héritage, le livre d'Antoine et Claire, et confronter la version anglaise avec la version française, qui est la plus historique, plus fondée. Et donc, j'ai suivi l'attitude française que dans l'anglais. Donc, je suis ici. avec mon pauvre français, je parle mieux anglais, mais j'ai étudié le français seulement pour lire votre livre et tous les documents. Donc, c'est la raison principale pour lire en langue. La passion était marquée quand même. Bien, merci, parce que le trésor n'a peut-être pas été trouvé ici totalement, mais en tout cas, en Italie, le livre a été traduit, donc c'est déjà un trésor. On va passer la parole... Non, on ne va pas passer la parole à Christian, il est organisé, il parlera en dernier. On va commencer par le bout. Donc, tu vas nous proposer un film documentaire, une web-série, si j'ai bien compris, 2e épisode, qui traitera d'un le château. Donc pareil, comment en es-tu arrivé à t'intéresser à cette affaire et quelle est ton hypothèse ou ta théorie sur ce sujet? Alors, moi, je pense que le début, parce que tu m'as soufflé la question tout à l'heure, et je me suis rappelé que j'avais vu le film de l'énigme sacrée, Henry Lincoln, qui s'appelle Réservé aux initiés, quand j'étais étudiant. Mais c'était une mémoire qui est restée et qui a un peu disparu par la suite. Après, j'ai redécouvert Rennes-le-Château avec le Da Vinci Code, en fait. Donc, c'est vraiment... et le film, pour le coup, parce que... Après, ça, je le dis dans le film, j'ai pas lu le livre. J'ai commencé, mais je trouvais que c'était pas très, très bon. Et donc, je me suis pas attardé sur ce livre, sur ce roman ésotérique. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné qu'il ait autant de succès. Mais en tout cas, ça a suscité mon intérêt
Voilà, enfin bon, pour répondre à ta deuxième question, c'était quoi déjà la deuxième question? C'était surtout savoir, après, quelle est ta théorie actuelle ou ton hypothèse sur le sujet. Quel est le cheminement que tu défends, du moins dans ton œuvre? Ouais. Alors bon, moi, mon film, il ne se positionne pas comme apportant une nouvelle réponse. Il prend finalement, euh, il surfe un peu sur les questions fleuves, je veux dire, Da Vinci Code, Henry Lincoln. Il y a un côté très... bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une intrigue. Bien sûr, au fond, quand on fait un film, on soulève des nouvelles questions auxquelles on ne s'attend pas. Ça, moi, je suis le premier surpris parce que j'ai trouvé des réponses dans le fait de construire le film. Je suis parti finalement des noms même de reines. J'ai regardé dans le dictionnaire, en fait. Je suis parti de choses très simples et ça m'a amené, par des associations d'idées, mais aussi par l'étymologie, à trouver un cheminement sur les noms de reines. Et puis, je fais un rapport, donc je reviens sur le Graal. Enfin, vous allez voir, je ne veux pas trop dévoiler le contenu du film, mais, Oui, on posera les questions après, surtout. mais pour répondre à ta question, finalement, c'est le cheminement qui m'intéresse. Puisque pour moi, ce qui est important, c'est pas de trouver le trésor, mais c'est de le chercher. Enfin, j'ai l'impression que aussi, ce qui est sous-jacent à l'histoire de Rennes-le-Château, c'est que on se transforme en cherchant ou en chercheur à ses dépens peut-être, alors que moi je suis venu ici avec l'idée d'un film au départ. Je suis venu en 2012, vous allez voir dans le film, justement, j'ai remis des images de 2012. C'est Charlie Sanson qui m'a invité en premier, suite à finalement des recherches sur l'alchimie et Montpellier, puisqu'il faisait des balades alchimiques. Et donc je l'ai contacté pour ça. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a amené à découvrir Rennes-le-Château. Voilà. Et après que tu as poursuivi donc Et l'aventure. après j'ai poursuivi. Alors après ça a été très long de faire naître ce projet de film parce que je cherchais une forme un peu originale, un peu différente entre le film ésotérique. Je ne voulais pas faire de film type ésotérique, pas faire du film d'histoire. Je cherche une forme hybride. Je viens des Beaux-Arts. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé avec Philippe de Chérizet, Gérard de Sède, parce qu'ils étaient surréalistes. Ouais. Alors, tous les Oui. sujets, Philippe de Chérizet et Pierre Plantard, on va vraiment garder ça pour tout à l'heure, parce que je poserai une question générale vraiment sur ces personnes. Certains les ont connus et croisés. Donc on va essayer de garder ça pour tout à l'heure sur ces personnes. D'accord. Bon, alors donc. N'hésite pas tout à l'heure à. Bon, ben ok. Mais j'en dis pas plus peut-être pour. Garde la surprise. Okay. Et on va passer la parole à ton voisin, donc Jean-Pierre Monteil, deuxième auteur sur l'affaire de Rennes-le-Château. Ce n'est pas rien, juste après Gérard de Sède. Donc concrètement, vous êtes le dinosaure ce soir de cette affaire. Vous avez tout connu de cette affaire. Donc avec cette expérience, c'est intéressant de voir quelle a été la porte d'entrée et quelle est-elle aujourd'hui, justement. Alors je voudrais d'abord mettre fin à un mensonge épouvantable qui existe. Le musée des dinosaures n'est pas à Esperanza, il est ici. Parce que quand vous voyez ce qu'il y a autour de la table, je peux vous garantir qu'on a la totalité de l'échantillonnage. Bon, trêve de plaisanterie. Je suis venu sur l'affaire de Rennes-le-Château parce que j'étais journaliste à l'époque, et jeune journaliste, et je travaillais sur les sociétés secrètes. Déjà, c'est une manie. Je travaillais sur les sociétés secrètes, je travaillais en particulier sur les côtés occultes de l'ordre du Temple dans la région du Verdon, donc autour des travaux d'Alfred Weisen, de l'île de Veilleur, pour ceux qui ont connu, en fait, etc. Là, on remonte à la préhistoire. Et je suis entré en contact avec Gérard de Sède, donc tout de suite après qu'il ait écrit « Les Templiers sont parmi nous ». Et j'ai découvert, dans le laps de temps de 2 mois, qu'il sortait donc l'Ordre de Rennes. Nous avons commencé à correspondre avec Gérard, nous sommes devenus très amis, nous sommes restés en lien pendant près de 20 ans. J'ai même été son éditeur pour un de ses livres, et donc je pense que je fais partie des gens qui l'ont bien connu et qui peuvent
mais on en parlera tout à l'heure, qui peuvent remettre un peu, pour certaines choses, l'église au milieu du village, c'est-à-dire un peu les choses dans les rails. Je travaillais à l'époque aussi avec plein d'autres personnes dont les noms sont toujours évoqués, tels que Robert Charroux, qui était un ami. Et puis, j'étais très jeune, évidemment, avec ces gens-là. J'ai travaillé avec Déodat Rocher. Je lui ai même succédé à la présidence d'une certaine association, donc dans le catharisme. Mais c'est un sujet un peu périphérique, mais Christian a très très bien montré tout à l'heure à quel point il y avait une galaxie de sujets latéraux par rapport à ce qui nous intéresse. Alors, je suppose que la deuxième question va être de dire quelle est ma pensée d'aujourd'hui, donc je vais juste finir pour comment je suis venu. J'y suis venu comme ça, donc j'ai lu le livre, et puis je suis devenu, évidemment, comme tout le monde, envoûté par la région et par l'histoire. Et j'ai commencé à gratter, mais très peu physiquement. J'ai fait très peu de fouilles physiques. J'ai fait par contre un certain nombre de découvertes précises qui sont maintenant, comme je le dis souvent, passées dans le fond commun. Mais c'est très bien comme ça. Par exemple, le deuxième chemin de croix connu après Rennes de Château, c'est moi qui l'ai découvert, mais par le plus grand des hasards, hein, sans aucune malice particulière. Le troisième aussi. Et puis après ça, des séries de coïncidences et des séries de choses, ce qu'on appelle dans un certain domaine des intersignes, mais on pourra revenir là-dessus à un moment donné, je ne veux pas occuper la tribune, m'ont fait légèrement changer de point de vue. J'ai cependant apporté ma pierre à l'édifice de Rennes-le-Château à plusieurs niveaux, indépendamment des quelques bricoles que je viens de dire là. Et quelques autres. J'ai été le premier à avoir en main, dans les chercheurs, l'intégralité de la correspondance des Macalvé, là aussi qui m'est tombé complètement par hasard en main, pour autant qu'Emma Calvé ait un rapport direct avec notre affaire, hein, parce que là, ça reste encore à démontrer, on n'est pas du tout... mais bon, comme on en parle et comme il existe, et puis que c'était une personne tout à fait extraordinaire, notamment par ses relations dans le milieu des sociétés initiatiques de son époque, je peux vous garantir, pour avoir vérifié les 1200 lettres autographes que contenait sa correspondance, que c'était beaucoup plus que ce qu'on imagine, ce qu'on trouvait dedans. Voilà. Donc moi j'ai un petit peu changé d'orientation, mais ça sera l'objet de la... Tu veux savoir quel est mon point de vue aujourd'hui? C'est vraiment aujourd'hui justement pour faire un petit peu ce feedback, de voir cette première pensée et voir un petit peu aujourd'hui avec un peu les désillusions parfois aussi. Alors je voudrais dire quelque chose, pardon, revenir tout à l'heure. Frédéric a dit que j'étais le deuxième auteur à avoir écrit un livre sur Rennes-le-Château, mais je tiens quand même à préciser que Michel, ici présent, ainsi que Jean-Luc Chaumeil, qui n'est pas là, nous sommes arrivés à peu près à la même époque, et Michel et Jean-Luc avaient déjà écrit sur des revues, puisque Michel avait déjà sorti plusieurs numéros de Pégase, que je cite dans mon premier bouquin d'ailleurs, ouais. Et Jean-Luc avait sorti son numéro sur le charivari, que je cite également dans mon premier bouquin. Voilà. Donc moi je veux vraiment rendre César ce qu'est à César. En tant que livre, c'est vrai que je suis le deuxième auteur, mais en écriture, ces jeunes gens avaient démarré un peu avant moi. Hein? Il est un peu moins jeune Jean. Un peu moins, oui, mais on l'a été. Alors, mon point de vue aujourd'hui, pardon pour ceux que ça va peut-être un petit peu étonner, voire contrarier, il est très très particulier. Alors, je veux dire aussi, avant de répondre très précisément à la question, non pas pour me justifier, mais pour ne pas que vous me pensiez tout à fait, comme on dit dans le Midi, fada, c'est-à-dire habité par les faits. Je le suis, je le reconnais, mais modérément, hein, pas plus que d'autres. Je voudrais dire qu'un certain nombre de choses dans ce village sortent de ma tête, hein, dans ce village, physiquement. Parce qu'il y a quelques années, ça très peu de gens le savent, l'ancien maire de Rennes-le-Château m'a commandé une étude en tant qu'ingénieur conseil en développement touristique. Et notamment, quand vous allez au musée, que vous voyez la halle, la coupole, la salle qui réunit Béthanie et le presbytère, ça sort de mon étude, ainsi que le circuit piétonnier autour de Rennes, ainsi, que la piétonisation du village, mais qui était assortie de la mise en place d'une navette no comment, fermant la parenthèse. Voilà, ça sort de cette étude, donc vous pourrez vérifier, puisqu'elle est dans le domaine public, voilà. Et
donc, fin de cette parenthèse. Ma vision aujourd'hui du problème de Rennes est la suivante. Je ne suis pas du tout sociologue de formation, mais j'ai toujours eu depuis le début un intérêt pour la sociologie de l'histoire et le comportement des gens autour de cette affaire. Alors, il y a 3 questions qu'on peut se poser et que je me suis posées. La première, c'est pourquoi vient-on à Rennes-le-Château, c'est-à-dire pourquoi s'accroche-t-on à cette affaire? La deuxième, qui la jouxte, c'est quels sont les points communs que l'on pourrait trouver, si on arrivait à le faire, entre ce que l'on appelle les chercheurs, c'est-à-dire ceux qui sont attelés à ça, amateurs, professionnels, qui écrivent ou qui n'écrivent pas, peu importe, mais qui cherchent, il n'y a pas de décoration à donner en la matière, mais ceux qui sont vraiment accrochés à ça, ont-ils des points communs précis entre eux? Et puis la troisième question, c'est quelles sont, si on pouvait les analyser, les motivations précises de chacun d'entre eux pour s'être accroché à cette affaire? Parce que on peut voir toujours cette affaire de 2 côtés. On peut la voir, il y a quelque chose à trouver à Rennes-le-Château. Et on peut aussi rebasculer le problème de l'autre côté en disant ne viennent à Rennes-le-Château et ne s'attellent à la recherche que ceux quelque part qui ont une prédisposition pour ça. Je n'ai pas la réponse, mais ça vaut quand même le coup d'être posé comme question. À partir de là, mon propre cheminement, que je ne prétends pas être du tout général et applicable à tout le monde, a été le suivant. Comme tout le monde, j'ai eu le premier palier, qu'on appelle l'affaire Saunière, qui lui-même est une affaire, je crois que Christian l'a bien démontré tout à l'heure, totalement multiforme, protéiforme, etc., absolument colossale. Et justement, parce qu'elle est très importante, les gens qui l'abordent avec trois types d'approches. La première, c'est qu'ils ont plus ou moins une idée préconçue de ce qu'ils vont rechercher, pas de ce qu'ils vont trouver, mais de ce qu'ils vont rechercher. Ça, c'est obligatoire, même si on s'en défend. De toute manière, c'est ce qu'en science on appellerait une hypothèse de conversation. Hein. Voilà. Après, il y a l'hypothèse de travail, plus loin, il y a le postulat, après, il y a l'axiome, et après, il y a le théorème. Donc là, ces gens-là ont une idée préconçue de ce qu'ils vont trouver, mais pas forcément très bien formulée. Forcément, puisqu'ils sont mis sur l'indice par le livre de Gérard de Sède, le mien, celui de n'importe qui. Depuis, on est 400, je ne sais pas combien, à avoir écrit des bouquins là-dessus. Deuxièmement, il faut obligatoirement qu'ils aient quelques connaissances de cette idée préconçue, des matières, de la matière dont ils vont traiter, parce qu'on s'est aperçu que sans quelques connaissances de ces domaines-là, beaucoup de gens partent en vrille dans tous les sens, parce que c'est vrai que c'est des sujets très compliqués, rien n'est bordé, rien n'est ficelé, il n'y a pas de garde-fou, c'est à vous de les fabriquer. C'est-à-dire que vous fabriquez votre méthode en marchant. La troisième, c'est qu'il faut aussi posséder à titre personnel quelques expertises dans différents domaines. Ça peut aller du boulanger au menuisier jusqu'au prêtre ou à l'ingénieur ou à l'architecte, n'importe quoi, pour pouvoir appliquer sa propre expertise, son domaine ou ses domaines d'expertise sur ces domaines-là. Et fatalement, à la sortie, on va sortir sur des pistes qui ne sont pas nécessairement les mêmes, qui sont parfois concordantes, parfois très différentes, parfois totalement opposées, mais dans tous les cas de figure, qui méritent d'être lus en termes de complémentarité et, si possible, indispensablement en termes de tolérance. Ce premier palier de l'affaire Saunière, moi, m'a très vite amené à un deuxième, presque tout de suite d'ailleurs. Pour les gens qui liront mon premier bouquin, ils verront que ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs personnes dans l'assistance qui peuvent en attester, puisqu'ils me l'ont dit encore il n'y a pas longtemps. Ils me disaient, tu as levé pratiquement toutes les pistes dans ton premier et ton deuxième livre, à peu près toutes les pistes. Les lever, hein, pas les résoudre, les lever. Notamment Marie-Madeleine. Dès mon premier bouquin, j'ai évoqué la figure de Marie-Madeleine dans mon premier livre, mais qui est un peu passé sous silence parce qu'il n'a pas eu une diffusion absolument considérable, etc. C'est moi qui ai trouvé la trace de l'H. Mézaref, le livre d'Abraham, qui avait été mis par Richelieu dans le château de Cavrières, etc. Pour autant que Cavrières et Macalvé aient une importance dans notre affaire, toujours, hein, je reviens dessus, etc. Et puis plein d'autres choses comme ça, plein d'autres données. Ce n'est pas pour faire un étalage, c'est juste pour vous dire que
je suis arrivé à un deuxième palier qui m'a fait découvrir, qui m'a fait remonter aux origines de notre ère. Historiquement, mythologiquement et légendairement, donc, à la diaspora judéo-chrétienne très très forte, autour de grandes personnalités telles que Jésus, telles que Marie-Madeleine, tels que Lazare, tels que Maximin, tels que tous ces grands personnages de ne ris pas, Jean-Michel. Mais évidemment, si on tire les fils, on arrive là-dessus à un moment donné. Si on tire encore des fils, ça nous fait rebondir 12 siècles plus tôt, donc vers nous. Et on va se retrouver face à deux très grands courants, deux très grandes institutions, en tout cas deux fragments de ces institutions qui sont d'un côté la chevalerie templière, dans sa vision, disons, pour faire vite, et pas, dans sa vision johannite et gnostique, et également une branche particulière du catharisme dans sa même vision. Alors là, on ne va pas rentrer dans est-ce qu'on parle de la gnose chrétienne ou de la gnose ancienne, etc. Parce que justement, ça nous fait arriver au troisième niveau. Et le troisième niveau auquel je suis arrivé, c'est un niveau qui touche les grandes mythologies des antiquités terrestres. Et à ce moment-là, on peut partir très très loin, puisqu'on peut remonter au Pélage, aux Sumériens, à l'Égypte, à la Grèce, à Rome, etc. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Et vraiment, il faut prendre un solide viatique pour attaquer ces choses-là, parce que c'est pas simple, c'est fabuleux, mais c'est pas résumable ni en 5 minutes, ni en 8 jours, ni en 2 ans. 3 niveaux. Si je comprends un petit peu l'analyse que tu nous proposes, tu vois en fait un petit peu l'énigme de Rennes Château comme un grand archétype, un grand archétype initiatique, peut-être lié à ces mythes anciens, éventuellement à la gnose. Alors, archétype, je ne sais pas. Je ne sais pas si archétype est exactement le mot qui conviendrait. Moi, je dirais que c'est une illustration, plutôt, de quelque chose qu'on peut trouver dans de très nombreux autres endroits. Sachant que ça n'enlève absolument rien à la singularité de l'affaire de Rennes qui est et qui reste, avec des données factuelles extrêmement précises, que chacun s'accorde à amener morceau par morceau, bribe par bribe, etc. Le soubassement est parfaitement solide. Et juste simplement ce que je veux dire, c'est qu'après ce troisième niveau, il y en a un quatrième, c'est le dernier. Moi j'en suis là, mais c'est mon parcours personnel et c'est pas du tout le vôtre, forcément en tout cas, on ne vous obligera pas à signer un truc. Le quatrième niveau, c'est tout simplement que pour moi, cette affaire m'a amené j'ai compris que je me trouvais en face d'une histoire miroir, où cette histoire me ramenait à ma propre légende, à ma propre histoire, et cette propre histoire se reflétait en deux grandes branches qui ne sont pas du tout identiques, qui ne sont pas du tout synonymes, et dont chaque mot doit être pesé. On est sur une affaire d'immortalité et sur une affaire d'éternité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication, c'était construit et clair. Et donc on va passer la parole à Michel Vallée, qui a cet avantage dans ses travaux d'avoir démystifié de nombreux éléments, qui a permis aussi de faire tomber un petit peu certaines choses qui semblaient évidentes dans l'affaire de Rennes Château et qui ne l'étaient pas. Donc même question que pour les autres. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans cette affaire? Et aujourd'hui, après tout ce cheminement, où en es-tu? Bon, alors il faut dire que on m'entend là? Oui, ça marche, oui. C'est bon. Bon, il faut dire que je m'intéresse aux affaires de trésor depuis l'âge de 16 ans. Et donc je suis un petit peu tombé dans la marmite. Et en 68, je suis tombé en 67, j'ai lu l'ouvrage de Robert Charroux, Trésor du monde. Et ensuite, j'ai lu L'Or de Rennes. Et je suis arrivé à Rennes-le-Château la première fois en 1969. À l'époque, c'était Henri Bution, donc il y avait pas mal de visiteurs, mais enfin, c'était beaucoup plus clairsemé. Alors, l'histoire de Rennes m'a... Alors, il faut reconnaître que lorsqu'on lit, les premiers chercheurs vous le diront aussi, lorsqu'on lit L'Or de Rennes, on a l'impression d'avoir une sorte de clé. Alors, on cherche la serrure lorsqu'on vient à Rennes. Et on se dit, si on est plus malin que les autres, on peut trouver. Ça, c'est un sentiment que beaucoup ont ressenti, parce que le livre est une horloge.
Et ce n'est pas que ça, mais c'est une horloge. Et donc, il faut dire ensuite que j'ai essayé de rencontrer... Alors, je ne vais pas à la pêche, si vous voulez, c'est jamais ma pratique. Je m'intéresse à pas mal d'affaires en France et à l'étranger, de trésors et autres, d'archéologie, etc. Ma méthode n'est pas d'aller à la pêche au renseignement parmi les chercheurs ou les gens qui ont écrit des livres. Je vais surtout en bibliothèque, aux archives, et à l'époque, j'étais en région parisienne, et j'ai passé plus de 10 ans à la Bibliothèque nationale lorsque j'avais 5 minutes de pouvoir aller éplucher des bouquins. Et si vous voulez, je me suis fait comme ça une idée, j'ai compilé pas mal de choses sur Rennes, et j'ai cherché des documents, et alors à la fois j'ai essayé de rencontrer quand même certaines personnes. J'ai eu la chance donc de rencontrer Gérard de Sède, Sophie de Sède aussi, Pierre Plantard. J'ai pas mal correspondu avec lui ensuite. J'ai rencontré Descadéas, enfin quelques figures oubliées, et Mazières, oui, effectivement, oui. Et donc, mais si vous voulez, je cours pas après les chercheurs parce que bon, chacun après ses idées, et c'est toujours difficile de faire son tri. Moi, dans cette affaire, ce qui m'a tenu, c'est le but final. C'est-à-dire que, évidemment, au fur et à mesure des années, des livres que je... Alors, il faut reconnaître que, aux grandes dames de mon entourage, j'essaye de lire à peu près tout ce qui se publie. À peu près, on peut considérer qu'il y a à peu près 800 livres. Alors, imaginez-vous que j'ai déjà 800 bouquins qui ont le titre Rennes-le-Château. Donc c'est déjà... voilà. Alors vous dire que je les ai tous vraiment lus, c'est beaucoup dire. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce n'est pas Marie-Madeleine, excusez-moi, ce n'est pas le Graal, ce n'est pas je ne sais quoi, le tombeau de Jésus, c'est très sympathique tout ça. Je m'en tiens malgré tout à l'histoire trésoraire. Et toutes mes recherches vont dans ce sens. Donc, l'affaire se scinde effectivement en deux points, c'est-à-dire il y a l'affaire Saunière et il y a ce qu'on appelle l'affaire du Razès, où dedans on trouve un certain nombre d'éléments, dont le livre de Boudet, certaines choses qui sont en dehors de l'énigme de Saunière. Je ne sais pas. Alors, je travaille un petit peu à l'instinct pour l'affaire Saunière, parce que, bon, alors, j'ai consulté, évidemment, j'ai eu la chance de consulter tout ce qui a été m'apporté en ce qui concerne les papiers de Saunière. Effectivement, on peut trouver des choses qui sont assez décevantes, dans le sens où l'abbé Saunière, effectivement, a un peu abusé des honoraires de messe, enfin, avait des procédés un peu particuliers. Mais ça n'explique pas tout. C'est vrai qu'il recevait beaucoup de messes, et notamment, c'est M. Saucès qui a soulevé un peu ça, concernant Monseigneur Billard, pardon, où on trouve que l'évêché, à l'époque de Billard, offrait beaucoup de messes, offrait par exemple dans le carnet, on trouve chaque mois pratiquement 100 messes. Or, l'abbé Saunière ne pouvait pas dire plus de 3 messes. Donc, il n'y avait pas que celle-là. Il recevait des quantités de messes. Donc, des auteurs, dont Descadéas, M. Descadéas, ont fait ressortir qu'il y avait sans doute enrichissement de ce côté-là. Quoique, il était quand même toujours attentif au fait que l'abbé Saunière avait peut-être trouvé quelque chose. Comment dire ? Bon, ma conviction, c'est qu'effectivement, l'abbé Saunière a bien trouvé quelque chose. Alors, disons, depuis quelques années, il y a des pistes précises que j'ai indiquées dans certaines publications concernant des trouvailles relatives à l'évêché d'Alette que l'abbé Saunière aurait faites. Et alors, évidemment, ça m'a été reproché dans le sens où on m'a dit je tue le rêve. Je ne tue pas le rêve, dans le sens où il est à peu près certain
Et là, on arrive sur ce qu'on appellerait le mythe Plantard, c'est que ces gens-là, j'appellerais Plantard, Philippe de Chorizet, ont disposé d'un certain nombre on va dire, d'un dossier dont faisaient partie les parchemins. Ça, je suis convaincu. On va y venir, justement, sur ce Oui. dossier. Alors, les parchemins, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, on ne les a jamais vus. Ah si, c'est Antoine. Et si, on les a vus. Dans un de mes bouquins. Ne nous grillons pas le sujet, c'est la D'accord. question suivante concernera les parchemins. Voilà, en fait, dans cette affaire, il y a deux affaires. Il y a l'affaire Saunière, l'enrichissement de Saunière, qui est concret. Tout à fait. Et ce qu'on va appeler le trésor du Razès. Voilà. Donc ma conviction, c'est que la Terre peut encore produire beaucoup de richesses. Bien, merci Il beaucoup. faut chercher dans le bon champ, c'est tout. Tu pourras répondre à la question juste après, on y vient. On va terminer ce... Oui, vous m'entendez? C'est bon. Bon. Nous allons finir ce premier tour avec Christian Doumer, donc, auteur prolifique, président de l'association Terre de Rédé. Alors, je vais te poser la question de la même façon que tous les autres, mais en y rajoutant une toute petite chose, une toute petite forme. Donc, quelle a été ta clé d'entrée à Rennes-le-Château? On sait tous que c'est l'émission Mystère, tu l'as déjà dit. Quel est ton point de vue aujourd'hui? Et je rajouterai sur cette fin de question, j'ai l'impression que tu es un petit peu passé à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de tes écrits tournent plutôt sur des mystères plus lointains, peut-être plus complexes, même que Rennes-le-Château. Mais je pense que Rennes-le-Château, tu as un peu fait le tour et tu t'en éloignes. Tu y reviens toujours parce que c'est la source de ton intérêt. Oui, donc tu l'as dit, c'est vrai que le point d'entrée, ça a été l'émission Mystère. J'étais lycéen quand cette émission a diffusé un reportage sur Rennes-le-Château. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était un roman ou un film d'aventure à la Indiana Jones en réalité, avec des tableaux codés, des parchemins. Et c'est cet aspect-là qui m'a attiré. Parce que j'avais, de tout gamin, rêvé sur les histoires de trésors dans Picsou et compagnie. Et voilà, je me suis dit, ça existe en vrai. Le truc, c'est que rapidement, j'ai lu L'énigme sacrée. Et quand je suis arrivé ici la première fois, le domaine était encore propriété d'Henri Bution. Et la première visite guidée que j'ai eue à Rennes-le-Château, c'est Henri Bution qui l'a faite. Et donc, c'est vrai qu'il avait un caractère assez envoûtant. Vraiment, la façon dont il racontait le mystère de Rennes m'avait fasciné. Et à partir de là, j'en suis plus jamais ressorti. Alors, la conception qui s'est développée, c'est-à-dire qu'il y a eu différentes phases dans mon approche de l'affaire de Rennes. Ça a été tout de suite une porte du mystère, parce que pour moi, il y a très vite, après cette histoire de trésor, il y a une résonance plus religieuse, avec Marie-Madeleine notamment. Il y a une phase d'étude plus, on va dire, historique, archivistique, avec Saunière. J'ai beaucoup travaillé sur Saunière lui-même, parce qu'en lui-même, c'était un personnage fascinant, un personnage hors du commun. Donc, en dehors de tout mystère, je trouve que Saunière est une figure oui, qui peut captiver à elle seule. Et il y a eu des périodes, effectivement, de désillusion. C'est-à-dire que suite à cette étude de Saunière, je me suis rendu compte que l'histoire qui m'avait attiré ici, il y avait des pans entiers qu'on ne pouvait pas prouver. Et oui, il y a eu traversé par moments dans cette étude ce que Saint-Jean-de-la-Croix appelle la nuit obscure, c'est-à-dire on ne voit plus le Dieu qu'on était venu chercher ou auquel on croyait. Et puis, je me suis penché sur Plantard. Et ça a été une autre phase dans mes recherches et j'ai touché à une autre dimension de l'affaire avec cette construction mythologique fascinante et ce message initiatique. Alors, avec toutes les questions que ça pose, quel est le lien réel avec Saunière? Le lien entre l'affaire de Rennes-le-Château incarnée par Saunière et l'affaire de Rennes-le-Château représentée, mythifiée par Plantard, ça suscite des tas d'interrogations. Et c'est ce qui me tient encore dans cette histoire malgré tout, c'est que pour moi, la représentation que j'en ai, c'est un jeu de poupée russe en fait. C'est-à-dire que c'est un mystère imbriqué dans un autre mystère, dans un autre mystère. Chaque fois qu'on répond à une autre question, on tombe sur autre chose. Et c'est ça qui fascine et c'est ça qui tient, c'est-à-dire qu'on ouvre une multitude de portes qui toutes sont aussi fascinantes, puisque, enfin, à mon sens, toutes ces portes sont fascinantes. Voilà. Mais ouvrent sur des questions diverses. J'aurais tendance à dire que l'affaire dans son ensemble est un mythe initiatique. Voilà. Après, est-ce que je m'en suis éloigné? Oui, c'est l'impression que je peux donner. Alors, il y a différentes raisons à ça. La raison, c'est que j'aime travailler sur des sources documentaires. Des sources documentées.
Le fonds relatif à Saunière, tel qu'il est aujourd'hui connu, est à peu près épuisé. C'est difficile de trouver de nouveaux documents relatifs à Saunière. Donc, le travail que je pouvais accomplir là-dessus, pour moi, il est fait, sauf si de nouveaux documents émergent. Le fonds Plantard, c'est à peu près le même topo, c'est-à-dire que j'ai travaillé de façon approfondie avec un décodage littéraire et symbolique de ces écrits. Mais il y a un fait, c'est que pour moi, les écrits qu'on connaît de Plantard aujourd'hui, c'est la partie apparente de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'autres choses encore à trouver, énormément d'auteurs qu'il a influencés dont on ne connaît peut-être même pas le nom, puisque je pense que la partie de la mystification qu'on voit, c'est une toute petite partie de la mystification qu'il a orchestrée et que ceux qui étaient avec lui ou au-dessus de lui ont orchestré. Ce qui veut dire qu'en fait, même si mes publications donnent l'impression de s'éloigner du sujet, quand dans Voyage dans la France magique, par exemple, qui part de Rennes-le-Château en le considérant comme l'apport du mystère, mais va très loin en forêt de Brocéliande ou au château des Avenières en Haute-Savoie, pour moi, le château des Avenières en Haute-Savoie pose des questions qui sont liées à cette affaire. Parce que la question à laquelle il va falloir répondre, c'est qui a amené Plantard ici et quel document Plantard avait en main à un moment donné. Je suis pour ma part convaincu que Plantard avait une dimension de voyant. Je l'ai démontré dans un de mes articles. Plantard est un visionnaire. Il a toujours cru à la perception de l'invisible. Donc, une partie du mythe qu'il a créé ici, et c'est notamment Mesurable en serpent rouge, a été inspirée par cette dimension visionnaire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il a été l'objet d'une manipulation lui-même, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour démêler tout ça, là, on rentre dans un autre champ de recherche, c'est le champ des sociétés secrètes, initiatiques. Alors après, évidemment, on croit ou on ne croit pas à la réalité de ce que ces gens croyaient et de ce que ces gens poursuivaient. Mais ces gens ont existé, leurs croyances ont existé, et c'est ça qui est intéressant de démêler, c'est de voir comment ces groupes-là sont arrivés ici et ont fait de Rennes-le-Château le mythe universel que c'est devenu aujourd'hui. Parce que là, c'est un phénomène qui est, me semble-t-il, unique par rapport à toutes les affaires de trésors. C'est qu'on a une transformation d'un fait divers trésoraire en un mythe planétaire, et d'équivalent, personnellement, j'en connais pas qui ait cette puissance de rayonnement et qui s'entretiennent sur des décennies et des décennies. Alors pour citer Jacques Raven, qui est un autre passionné de l'affaire de Rennes, s'il n'y avait rien, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Voilà. Donc je ne déforme pas sa pensée en disant ça, c'est que ça montre bien qu'il y a quelque chose derrière tout ça, mais quoi? C'est le grand point d'interrogation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et ce que tu disais va nous permettre d'enchaîner quasiment directement avec la deuxième question. Alors, vous le direz si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, Rennes-le-Château, c'est trois affaires. La première, c'est celle de Saunière, de ses découvertes, de sa vie. La deuxième, c'est celle de Plantard. Plantard, Chérizet, le prieuré de Sion, toute cette période lors de Rennes. La troisième affaire, c'est celle des chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Pierre Monteil, je crois, les personnes qui viennent à Rennes-le-Château viennent avec un certain fantasme, une certaine idée, et vont parfois prendre les choses qui les intéressent afin de composer leur propre fable. Et du coup, ma question, on ne va pas faire un tour de table comme tout à l'heure, vous prendrez la parole suivant vos convenances et vos envies, va concerner les sources. Les sources, pas celles de Saunière, pas l'Église, pas la dalle de Blanchefort, mais va concerner les sources de Plantard. Qu'est-ce que l'on peut considérer comme authentique dans l'affaire de Rennes-le-Château? Les parchemins sont-ils authentiques? La pierre de Koumsoubr est-elle authentique? Est-ce que le serpent rouge est authentique? Etc. etc. Donc, d'après vous, ou votre analyse du sujet, les sources de Plantard ont-elles un rapport direct avec l'affaire de Rennes-le-Château? Et, au pire des cas, d'où viennent ces sources? Christian a dit tout à l'heure dans sa conférence qu'il y a peut-être un cheminement commun entre l'affaire Saunière et l'affaire Plantard qui se rejoignent à un moment. Mais quel est ce lien? D'où viennent ces documents de Plantard? Quelle est leur source? Quelle est leur inspiration? Voilà, la question est ouverte. Qui se lance? Alors, c'est assez... comme tout à l'heure Christian disait, on entre dans un autre champ. Hein. Donc à partir de là, enfin, pour ce qui me concerne, on est dans le domaine des hypothèses, on n'est absolument pas dans des certitudes qu'on est en capacité de prouver. Hein. Donc
chacun fera son miel de tout ça. Et voilà. Alors c'est une affaire difficile parce que il faut sortir de... Enfin, je disais à midi, Pierre Plantard est quelqu'un qui ne mérite pas ni l'ignominie dans laquelle on le met quelquefois, ni les louanges qu'on lui sort, etc. C'est quelqu'un qui a eu une vie en haut et bas comme tout le monde, avec des erreurs dans sa vie, notamment dans sa jeunesse, etc., mais qui n'étaient pas non plus des choses aussi monstrueuses qu'on a bien voulu le dire, que certaines personnes, en s'excitant, se sont amusées à dire. Il est, moi, ma conviction personnelle, mes collègues et amis diront s'ils sont d'accord ou pas d'accord, hein, ils ont le droit de ne pas partager, bien sûr, c'est qu'il n'était pas seul, il n'est pas venu comme ça par hasard. Tout à l'heure, pendant le diaporama, il a été dit que s'il avait été simplement un mythomane, il ne se serait pas accroché pendant des années et des années avec cette affaire. Avec des hauts et des bas là aussi, hein, puisque voilà, n'oublions jamais qu'il a acheté un terrain à Rennes-les-Bains, qu'il voulait s'y fixer. Je dispose personnellement d'un document assez rare qu'il m'avait donné, qui n'a jamais été publié à ma connaissance, qui est le projet de cénotaphe qu'il devait faire pour le dernier descendant des comtes de Rédé, avec les codages afférents signé de lui-même et de sa main. Donc c'est un document qui pour l'instant n'est pas public, sera publié certainement un jour. Je dispose d'une correspondance, on a été en bon terme, et j'ai fait partie des très rares auteurs qui n'ont pas été dupes de ces mascarades, puisque à la sortie de mon deuxième ouvrage chez Belfond, il m'a même envoyé une carte de félicitations un tout petit peu amère en me disant le ridicule prieuré de Sion, parce que j'ai traité le prieuré de Sion d'un peu grotesque et ridicule dans un de mes livres, te remercie, te complimente, te souhaite une meilleure diffusion pour ton ouvrage et regrette ton manque total d'informations sur la question. Alors il faut savoir pour la petite histoire que Pierre Plantard, à moi-même comme à quelques autres, avait proposé la mise à disposition d'une malle de documents qu'il avait. Il avait 2 malles de documents que tout le monde atteste. Je pense qu'un certain nombre de personnes, il y a quelques personnes dans la salle qui ont bien connu Philippe de Chérisé pourraient vous le dire, puisque Philippe était au courant aussi. Et il m'a dit, et une de ces 2 malles est en lieu sûr en Grande-Bretagne, la deuxième est à ta disposition si tu en as besoin. Elle appartenait à mon grand-père. Et tu y trouveras dedans des éléments très importants. Et j'ai refusé de travailler avec ces documents-là à l'époque. Probablement qu'aujourd'hui, je ne refuserai pas de travailler avec. Aucun d'entre nous ne le ferait. Mais à l'époque, je l'ai fait parce que bon, j'étais naïf, j'avais la fleur au fusil, puis j'avais pas tellement envie, je ne sentais pas très bien ce qu'il y avait derrière. Reconnaissons que ce n'était pas très clair à cette époque-là. Hein. Tu te souviens, hein, Michel? Donc, ce n'était pas très clair. Donc, je n'ai pas trop voulu marcher là-dedans. Mais il n'était pas seul. Il n'est pas seul. Et moi, j'ai juste pointé une piste. Voilà. Après, on ne va pas en dire plus parce que je suis en train de tirer des fils et c'est compliqué. À un moment donné, probablement aux environs de 1954, 5, 6 peut-être, je ne peux pas être très précis, sont intervenus derrière Pierre Plantard un groupe d'Américains. Alors je précise, rien à voir pour les gens qui auraient eu en main le document que j'ai publié sur le petit guide que nous avons sorti avec mon fils l'année dernière, qui était l'élection au rang de 27e d'automnier du prieuré de Sion de Pierre Plantard, rien à voir avec les 3 Américains qui signent au conseil du prieuré de Sion. Hein. Ce n'est pas cela dont il s'agit. On est sur une autre piste antérieure. Et la piste que j'explore actuellement, mais je vous dis, elle est compliquée comme piste, je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est une piste d'un ordre initiatique américain qui, dans les puissants, qui dans les années 54, 55, 56, a tenté de piloter Plantard à distance par l'intermédiaire d'une de leurs filiales françaises. Et cette filiale française est une filiale tout à fait singulière parce que j'avais eu l'occasion de travailler plus de 20 ans avant avec eux, puisqu'il s'agit d'un groupement très proche du premier ordre souverain du Temple solaire,
qui n'est pas le temple solaire que vous avez tous en mémoire, avec les scandales récents, qui est le tout premier, qui a été créé par Jacques Breyer dans le château d'Argigny, dans la tour des Béatitudes du château d'Argigny, et le groupe dit de Breyer. Et là, on a affaire à des alchimistes et des hermétistes de très haut niveau, qui transportent aussi des idéologies assez curieuses. Alors, Voilà. Jean-Pierre, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis pour te demander, grâce à ce témoignage, je vais demander à Claire, éventuellement à Antoine, quand vous, après avoir connu Marie, quand vous étiez encore dans le domaine, votre père rencontrait des gens. Il a rencontré Plantard, notamment. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas du tout sûr. Alors, Moi, je n'en ai jamais entendu parler de Plantard. je serais tenté de vous demander, si vous en avez la mémoire, Oui. qui voyait votre père à l'époque dans ce domaine, lié à cette affaire. Après les publications dans la Dépêche, qui Oui. sont les personnes qui sont venues? Y a-t-il, outre les journalistes, des personnes qui sont venues apportant soit des documents, un peu comme Plantard, c'est-à-dire des gens qui auraient pu apporter des soi-disant réponses sur l'énigme ou d'autres documents, dans les années entre la publication de la Dépêche, 56, jusqu'à 67, c'est-à-dire la période de... 65, puisque nous sommes partis de Rennes-le-Château en novembre 65. Donc cette période de 10 ans à peu près. Voilà. Ben, l'histoire de Rennes a fait un grand bond quand mon père a ouvert le restaurant, en 56. En 55 même. Mademoiselle Marie était décédée en janvier 53. Et jusque-là, donc, nous étions restés très respectueux des papiers, de tout ce qu'elle avait laissé, des lettres de Saunière, de tout ça. Bon, puis mon père a ouvert le restaurant, et là, pour attirer les gens, il racontait l'histoire de Rennes. C'est à ce moment-là que les personnes importantes sont venues. Alors, dans les personnes importantes, il y avait des écrivains, comme Joseph Kessel, qui était un habitué, qui passait les soirées jusqu'à 3 ou 4 heures du matin avec mon père à discuter, à boire et tout ça sur l'histoire de Rennes. Il y avait des peintres, il y avait des journalistes, comme Gérard de Sède, bien sûr, et M. Salamon, qui avait fait les articles, et bien d'autres personnes, des chanteuses, des danseuses, une danseuse étoile de l'opéra. Mais après, moi, je n'ai aucun souvenir sur la venue de Plantard. Aucun souvenir donc direct Aucun. de Plantard. Hein. Non, mais il faut dire aussi que moi, je n'étais pas tout le temps ici, puisque j'étais pensionnaire à Carcassonne, D'accord, bien sûr. interne. Et du coup, j'enchaîne un petit peu le sujet, mais vous pouvez tous intervenir hein, si vous avez des éléments à nous apporter. Un petit peu plus tard, donc, c'est-à-dire après la publication de l'Or de Rennes, quels ont été les rapports, plus ou moins lointains, que vous avez pu avoir, pas forcément directs d'ailleurs, avec Plantard ou Philippe de Chérizet? Et donc, le premier regard sur les documents, quand vous les avez eus devant les yeux, la première fois, les réactions? Moi, à ce moment-là, je ne m'intéressais pas du tout à l'histoire de Rennes. Hein, je passais des examens et bon, j'étais loin de Rennes. Et D'autres donc, phases de vie. là, je ne peux rien dire là-dessus, sur cette période. Voilà. Puis mon père est décédé donc en 1968, le 13 mai 1968. Voilà. D'accord. Et Antoine non plus, du coup, dans ce laps de temps? Non, moi, la seule personne que j'ai vue de ce dont vous avez parlé, c'était Déodat Rocher. Déodat Rocher, je l'ai vu plusieurs fois. Il portait des brochures, d'ailleurs, à vendre quand mon beau-père avait commencé à lancer son restaurant. En revanche, j'ai eu tort à un moment donné parce que j'avais interprété un document, parce qu'à l'époque, j'ai été sollicité beaucoup, et je ne m'étais pas beaucoup intéressé à l'histoire de Rennes en profondeur. Quoi. Bon, c'était pour moi un passe-temps. J'avais interprété un document pouvant être une réponse à Plantard, signé Courbet. Alors peut-être qu'il y a des gens, parce que je l'ai vu paraître, on peut interpréter ça. Mais après la réflexion et cherchant, j'ai vu que ce n'était pas à Plantard que c'était adressé. Autrement, Plantard, je n'avais jamais entendu parler. Et d'ailleurs, il ne m'intéresse toujours pas, Plantard, c'est clair. Les parchemins, comme je dis, moi je n'ai vu qu'une copie par rapport à ce que dit, et c'était Pelé. Pelé, c'est un des premiers chercheurs qui l'avait présenté à l'époque. Pelé, c'était pour moi
un farfelu aussi qui cherchait comme ça. Je ne sais pas d'où il avait sorti ce papier, quoi, hein. Parce que c'est une époque, il y avait plusieurs chercheurs qui faisaient des trous autour du presbytère. Notamment, on avait trouvé un fameux parchemin, le parchemin de Saint-Dominique, tout ça. Tout ça, c'est une histoire que je connais bien. Je sais comment ça a été magouillé, tout ça. Donc, non pelé, je me méfie un peu de ce qu'il me racontait, quoi. Donc, après, je n'ai jamais vu. Je les ai vus dans les livres, bien sûr. Bon, Par la suite, mais pas d'époque. Ouais. mais autrement, donc, en Plantard, mon beau-père m'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Ben, merci beaucoup pour ces témoignages, en tout cas. Et je vais me permettre de poser donc une autre question pour revenir cette fois-ci vraiment sur les parchemins en tant que tels. Tout le monde sait qu'ils ont été écrits, pas forcément par Plantard, pas forcément par Philippe de Chérizet, mais du moins par cet entourage proche. Eh bien voilà, Michel Vallée, l'origine des parchemins. Non, je n'ai pas de réponse sur l'origine, caractère gras des parchemins. Voilà. Nous t'écoutons. J'ai pas de religion là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que il y avait les deux parchemins ont été publiés par Gérard de Sède. On ne sait pas trop comment Gérard de Sède les a eus. Alors selon certaines versions, il les aurait reçus par la poste, parce qu'il faut expliquer que entre 65 et 66, jusqu'à la parution de l'Or de Rennes, Pierre Plantard et Philippe de Chérizet n'étaient plus tellement amis. Et Philippe de Chérizet est intervenu dans le contrat de l'Or de Rennes, parce que vous savez que le contrat de l'Or de Rennes, on va dire qu'il y a une bonne partie qui va à Pierre Plantard, il y a une autre partie qui va à Gérard de Sède, et 10%, on va dire, qui vont à Philippe de Chérizet. Et ces 10%, c'était pour l'apport des parchemins. Et il se trouve que, ça c'est ce qui est raconté, hein, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc Gérard de Sède a reçu par la poste les parchemins avant la publication enfin à peu près probablement en 66, c'est-à-dire le livre était écrit. Et Gérard de Sède a fait un peu lanterner parce qu'il n'était pas d'accord sur les droits d'auteur. Enfin bon, c'est des questions de cuisine. Et ensuite, donc, entre-temps, ce serait Philippe de Chérizet qui a envoyé par la poste les parchemins que Gérard de Sède se serait empressé de publier. Donc Gérard de Sède avait fait sa petite enquête, il a continué de faire sa petite enquête, il est venu voir Deban, qui était directeur des archives départementales de l'Aude, et il lui a soumis les deux parchemins. Bon, donc Deban a indiqué que c'était des faux grossiers, et puis voilà, donc Gérard de Sède raconte qu'effectivement, il les a soumis à telle ou telle personne. Alors à ce moment-là, il y a une chose que je vais quand même parler. Donc Gérard de Sède parle des parchemins, il dit qu'ils ont été soumis à Deban, et Deban a qualifié ça, enfin voilà, c'est ce que raconte de Sède, et a qualifié que ce sont des faux, mais des faux vrais en quelque sorte. C'est-à-dire c'est pas des documents moyenâgeux, mais ils sont faussement moyenâgeux, mais ils sont quand même d'un certain intérêt. C'est à peu près l'esprit de la tirade. Par contre, il cite Lerville. Alors, manque de chance, Lerville, c'était un officier du chiffre, et c'était donc en 67. J'ai dû aller le voir, moi, à peu près en 72, 73. Il habitait la région parisienne. Et Gérard de Sède dit Lerville a vu les parchemins, etc. Il en a dit ceci, il en a dit cela. Manque de chance, j'ai été voir, moi, Lerville, que j'ai été voir dans son appartement. Je lui ai posé la question, il m'a dit je ne les ai jamais vus. Par contre, il avait eu des tractations avec ses parchemins. Gérard de Sède avait eu avec un bijoutier de Lille. Alors, le bijoutier, c'était la profession de ce monsieur. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais il s'était fait leur religion en ce sens que ces parchemins, effectivement, n'étaient pas moyenâgeux, n'étaient pas très anciens, mais avaient un intérêt certain dans cette affaire. C'est-à-dire, c'était c'était des documents récents, enfin dire récents, mais ce n'était pas des falsifications, ce n'était pas des trucages. Et d'après ce qu'on sait, alors ça c'est Chaumeil
qu'il l'a reçu en confidence de Philippe de Cherizet, Jean-Luc Sommeil, hein, tout le monde voit qui Oui, c'est. tout le monde le connaît, je pense, dans Tout l'affaire. à l'heure, Jean-Pierre Monteil a parlé du Charivari, et c'est de Jean-Luc Sommeil. Et Philippe de Cherizet lui a dit que ces documents lui étaient rentrés en sa possession avec d'autres papiers, ce qui confirmerait l'existence d'un dossier quelque part, enfin, dont a bénéficié Pierre Plantard. Mais par contre, alors ça, je n'ai pas d'explication pourquoi, c'est Philippe de Cherizet qui s'est approprié ces documents. Et il a bien dit à Chaumeil, le grand parchemin, enfin, celui qu'on appelle désormais le grand parchemin, il y avait une petite note qui était épinglée et il y avait la façon de décrypter le parchemin. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail de Philippe de Cherizet. D'ailleurs, lorsqu'on lit Pierre et Papier, qui a été publié 20 ans après la mort de Philippe de Cherizet, je crois que c'est en 2006 que je l'ai publié, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ça, c'est l'âge, c'est les dinosaures. Vous les excusez. Hein. Allez, papy, vas-y. Les gens t'écoutent. Bon, posez une question, ça va revenir. Nous allons faire de toute façon une petite interruption, le temps de visionner le film de Vincent, et puis nous reprendrons à la suite. Où nous Je remercie de cette interlude. Voilà, on va faire la pause avant. Voilà. Et C'était bien parti. Alors, pas tout de suite la pause. Il y a une intervention de... Non, c'est 30 secondes. Bon, dans toutes les histoires de mystères, de secrets, etc., on parle toujours de textes, de cartes sur des parchemins. Alors, il faut quand même se rendre compte que le parchemin, au XVe siècle, c'était fini. Au XVIe, c'était tout à fait fini, ça n'existait plus. Donc c'était du papier. Et je crois que Claire a dit que ce que les ouvriers ont trouvé, c'était des papiers. C'est des papiers. Alors, essayez de rouler un parchemin dans une fiole. C'est impossible. merci pour cette précision. On va revenir après une courte pause et la diffusion du film. On aura quelques questions sur la vraie langue celtique, le rapport Cross, et oui, sur quelques éléments compliqués de cette affaire. Alors, pendant la pause, juste une précision. Jean-Pierre, il y aura des dédicaces d'auteurs donc pendant la pause. Jean-Pierre Monteil dédicacera son livre L'arcane du roc noir, qu'il avait publié sous le nom de Guéraud de Baraille et sous le titre de L'île rouge aux éditions Arca il y a une dizaine d'années, et qui a levé le mystère sur son identité donc cette année, 10 ans après la publication de l'ouvrage. Donc un ouvrage où, oui, voilà, il va vous le présenter. Et Antoine et Claire vont également dédicacer leur ouvrage. Michel Vallée a les exemplaires. Donc voilà, Antoine et Claire pourront également vous dédicacer. Je passe la parole à Jean-Pierre. Oui, je voudrais juste dire quelque chose sur ce livre. Alors, je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon exposé quand Frédéric m'a interrogé. J'aurais pu vous dire où j'en suis finalement aujourd'hui en termes d'écriture. En termes d'écriture, compte tenu de là où j'estime en être arrivé, si je dois continuer à écrire sur Rennes, et c'est le cas du livre que vous avez là, je n'écrirai plus que sous forme de roman codé. Donc le livre qui est ici, je ne vous fais pas l'article, mais ça mérite quand même de savoir que c'est 15 années d'écriture, 10 années de publication sous pseudo. Donc aujourd'hui, c'est un livre qui a été écrit il y a 25 ans. Il faut l'entendre comme ça. Et de ce fait, c'est un livre qui est calé, vraiment calé, hein, il faut le préciser, sur la langue des oiseaux, mais la vraie, c'est-à-dire les méthodes de Grasset d'Orsay. Donc il y a 3 codages dans le bouquin. Ceux qui arriveront à le creuser vous donneront le point où j'en suis arrivé. Je ne peux absolument pas le dire comme ça n'a pas de sens, si vous voulez. Et c'est un travail proprement initiatique, hein, le livre par lui-même. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Hein. Après, je ne suis pas gourou, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors,
Pour revenir un petit peu sur l'essence de l'affaire de Rennes-le-Château, notre emploi du temps fait que je vais devoir réduire un petit peu les questions que j'avais prévu de poser. Mais je vais revenir un petit peu à Saunière lui-même et à Boudet, l'abbé Henri Boudet. Je vais me positionner dans la place d'un nouveau chercheur, ce que je suis. Je n'ai pas l'expérience de mes convives. Et depuis toujours, on me dit, l'abbé Boudet a piloté l'abbé Saunière, l'abbé Boudet a écrit un livre codé, l'abbé Boudet partout. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'au début, il y avait l'abbé Saunière, il y avait une église, un domaine et tout un tas de choses. Et juste après, deuxième affaire, Plantard arrive, il nous dit que le livre est codé. Personne ne l'a dit avant. Et tout d'un coup, le livre est codé. Donc quand on ouvre le livre, on se dit, je vais lire un livre codé. Après, voilà. Donc la question, c'est toute simple. Quelles sont les relations entre Saunière et Boudet? Réellement, celles qu'on peut attester. Ils se connaissaient, ça ne fait pas de doute. Mais quelles sont réellement leurs relations? Quelles sont celles qu'on peut hypothétiser? Et notamment, je sollicite la mémoire de Marie. Marie a-t-elle déjà parlé de Boudet? Oui. Alors, Boudet donnait quelques messes à l'abbé Saunière au départ, sur les carnets que nous avions. Marie, on nous a dit qu'elle disait que quand elle allait vendre des objets à Rennes-les-Bains, après la mort de l'abbé Saunière, les gens lui refusaient parce que, à cause de la réputation qu'elle avait, de la vie qu'elle avait menée avec l'abbé Saunière. Et en particulier l'abbé Boudet. L'abbé Boudet disait que tant que l'abbé Saunière était crotté, avait des souliers, des gros souliers et tout ça, bon, il était d'accord avec lui. Mais du moment où après il a vécu d'une manière un peu trop riche, avec des vêtements plus luxueux, des soutanes commandées sur mesure, etc., et apparemment ils se sont fâchés, d'après ce qu'on nous a dit. Et effectivement, dans les carnets de compte, après, on n'entend plus parler de l'abbé Boudet. On a quand même, mon mari avait reçu une photo où il y avait les 5 prêtres et on a dit que l'un des 5 était peut-être l'abbé Boudet, mais sans aucune... parce qu'il faut que vous sachiez que nous nous basons que sur des faits réels et sur des faits prouvés, c'est-à-dire avec des documents, avec des lettres, et tout ce que nous disons, nous essayons de le baser sur des sujets authentiques. Par exemple, quand nous avons une lettre d'un collègue de Saunière qui lui dit « Il n'appartient à personne de percer le secret que tu gardes », on imagine bien que Saunière a eu un secret. Voilà, c'est tout simple, notre raisonnement est tout simple. Quand Marie disait « Vous marchez sur de l'or », on pense qu'elle ne disait pas ça pour le plaisir. Voilà. Donc pour l'abbé Saunière, étant donné qu'ils étaient proches, parce que les gens marchaient beaucoup à pied à cette époque-là, et même de mon temps, et donc s'ils se voyaient, ils se voyaient dans la campagne. Il y a même un endroit qu'on appelle la fontaine des 4 Ritou, où, paraît-il, les 4 curés des 4 paroisses se rencontraient pour discuter entre eux. Mais c'est les seules relations que nous avons pu relever dans les courriers que nous avons. Merci beaucoup. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur... je pense que c'était clair un petit peu près sur les relations entre Saunière et Boudet, c'est-à-dire très hypothétique au final, mais un peu plus loin peut-être sur la vraie langue celtique, c'est-à-dire le livre est codé. À mon état de ma recherche, c'est une hypothèse. Qu'en est-il de votre point de vue? Si quelqu'un veut se lancer. Ah. Personne? Non, la difficulté, c'est le lien entre la vraie langue celtique et l'affaire de Rennes, en fait. Ce qu'on remarque, c'est que quand Plantard, c'est là que ça devient compliqué, c'est que effectivement le premier à attirer l'attention sur la vraie langue celtique, concrètement, c'est Pierre Plantard.
Jusque-là, on n'en parle pas. C'est lui qui va le rééditer. Gérard de Sède va essayer de le doubler. Il y a une petite course éditoriale entre eux, mais c'est Plantard qui, quoi qu'il en soit, sort ce livre de l'oubli et le présente effectivement comme un livre codé. C'est en 79 avec l'édition Belfond de La vraie langue celtique. Ça sort pas d'un chapeau magique. C'est-à-dire que Plantard, en fait, depuis le début, s'il nous parle de Rennes-le-Château et de la Bessonnière, il fait des tas d'allusions en fait, à Rennes-les-Bains. À une époque où on ne parle pas. Aujourd'hui, il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien semble évident à tout le monde. On parle de Saunière, on parle de Boudet. À l'époque, on ne parle que de Saunière. Et quand Plantard crée ce mythe, curieusement, il fait un jeu de miroir où tous les noms, j'ai donné des exemples dans ma conférence tout à l'heure, renvoient en fait à Rennes-les-Bains, comme si le véritable sujet dont il parlait se situait à Rennes-les-Bains. Donc, ma certitude à moi, c'est que Plantard est arrivé ici quand il a créé le mythe, ça concernait plus en fait quelque chose qui se situerait à Rennes-les-Bains plutôt qu'à Rennes-le-Château, dans la dimension, on va dire, initiatique. Après, est-ce que ça veut dire que le bouquin de Boudet est codé ou ne l'est pas? Il y a des petites phrases étranges dans le livre de Boudet, des petites phrases d'autant plus étranges quand on les rapproche de ce que Plantard a dit par la suite. Quand Boudet, dès son introduction, dit la vraie langue celtique est liée à la résurrection, et quand on sait tout la mystification que Plantard a pu faire sur Lazare après Lazare Véniphoras, donc qui est lié à la résurrection effectivement, l'hypothèse de la tombe de Marie-Madeleine qui est liée à la résurrection. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui transpire dans ce livre-là. Et il y a une vraie question qui se pose aussi, c'est de qui parlait Plantard quand il dit qu'il s'est rendu à Paris. Parce que sur Saunière, on a l'impression, jusqu'à preuve du contraire, que ça fait partie du roman. On n'a absolument aucune preuve, quand on raisonne en termes de preuves, que Saunière, à un moment donné, est monté à Paris. Par contre, si on regarde l'abbé Boudet, on sait qu'il appartenait à la Société d'études celtiques qui était basée à Paris. Donc là, à la limite, on aurait un candidat plus intéressant. Il y a autre chose qui est troublant, et je vais terminer là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Plantard, quand il a créé le mythe, il donne certaines références. Et il s'inscrit clairement en lien avec le Hieron du Val-d'Or qui était basé à Paray-le-Monial. Et ce Hieron du Val-d'Or qui regroupait des hommes d'église, mais pas que, qui avaient une vision très ésotérique du christianisme. Ce qui m'a toujours troublé, mais qui reste à prouver, là encore, c'est que le discours que tient Boudet dans certains passages de la vraie langue celtique, même si on sait aujourd'hui que c'est un composé, un agrégat de plusieurs extraits de livres, est assez proche de certains champs de recherche de membres du Hieron du Val-d'Or qui menaient des recherches sur le celtisme en pensant que la tradition était passée par les Celtes à un moment donné. Donc, il n'y a aucune preuve fondamentale que Boudet ait pu être affilié au Hieron du Val-d'Or, mais ces centres d'intérêt n'excluent pas cette idée, et peut-être que c'est ce qui aurait amené Plantard, mais là je suis encore prudent, on est dans l'hypothèse, c'est plutôt Boudet qui aurait amené Plantard en fait, dans la région que Saunière. Voilà, moi c'est ma réponse sur le sujet. Oui, je vais rajouter, oui, c'est tout à fait un peu, c'est à peu près, pardon, c'est à peu près ce que je pense. La chose, c'est que, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Pierre Monteil, dans le sens où, à quel moment Plantard, alors là c'est une question qu'on pourrait, s'il était à cette table, on pourrait lui poser, à quel moment avez-vous connu Rennes-le-Château? Voilà, ça c'est intéressant. Alors, contrairement à ce qu'il raconte dans une préface, ce n'est pas en 1938, ou ce n'est pas une autre date où il s'est fait accompagner par un avocat, etc., comme ça a été dit, oui. Bon. Au mieux, on peut remonter que Plantard ait connu Rennes-le-Château, c'est en 1962. Alors, l'ouvrage de Gérard de Sède amène un certain nombre de choses qui nous paraissent, mais alors, comme disait monsieur, c'est évident. C'est-à-dire que on y parle des bergers d'Arcadie, on y parle du livre de Boudet, on y parle de la décoration de l'église. Or, Plantard n'était pas vraiment un historien, c'était un compilateur, c'était pas un archiviste. À propos du Boudet, je ferai remarquer quelque chose tout à l'heure, si ma mémoire ne flanche pas avant. C'est-à-dire que dans l'ordre de Rennes, il y a un certain nombre de choses que je viens de signaler, donc la décoration de l'église, les problèmes de chemin de croix, le Boudet, qui sont amenés avec l'ordre de Rennes.
Et j'ai du mal à croire quand même, je ne crois pas que quelqu'un pourra me démentir dans le sens où Plantard est arrivé à connaissance de l'affaire de Rennes, ou au moins à des éléments pertinents à partir de 62 ou 61 si vous voulez, mais qui serait venu dans la région en 62. J'ai du mal je ne sous-estime pas l'intelligence de Plantard, hein. C'était quelqu'un de très astucieux, qui savait utiliser les sources, il n'y a aucun problème. Mais j'ai du mal à penser que Plantard a pu monter un échafaudage aussi perfectionné, la dalle de la marquise, etc., en si peu de temps. Alors, évidemment, il y a des lacunes, on les a découvertes, un peu chacun d'entre nous trouve les failles, mais il y a des fondamentaux qu'il a amenés et j'ai du mal à croire qu'elles viennent complètement de lui. Je pense qu'il avait une source secondaire qui lui a mis tout en main. Après, il a plantardisé, on va dire, les éléments. Et alors, le Boudet, effectivement, est-ce que le livre est codé? Alors je suis peut-être mal placé pour en parler à cause d'une certaine histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'occasion, alors ce livre a disparu, de voir, alors ça m'a toujours étonné, j'ai dû voir l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. C'est un peu comme la Vierge à Lourdes, hein. On est peu, hein, à avoir eu droit à ce droit. Le bouquin n'existe plus à la Bibliothèque nationale. Et on ne pouvait le consulter. Alors, j'ai dû le consulter, je crois, en 69, 70, pardon, au plus tard en 71. Et donc, l'Ordre de Rennes était sorti en 67. Et que je sache, les lecteurs de l'Ordre de Rennes, il y a une bibliographie à la fin, mais je sais par expérience, c'est pas sous-estimer personne, mais les gens ne se jettent pas sur la bibliographie pour les vérifier, pour aller en bibliothèque, vérifier si ce que l'auteur raconte est parfaitement vrai. Généralement, il y a une petite tranche, on va dire 3% de lecteurs qui vérifient ce que raconte l'auteur. Or, le bouquin n'était consultable qu'à l'hémicycle. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement détérioré. Il n'avait plus de dos. Comment ça s'appelle, les cahiers, comme on appelle ça, partaient dans tous les sens, et il était dans une espèce de reliure faite par la Bibliothèque nationale où c'était marqué dessus, consultable seulement à l'hémicycle. Et c'est là qu'on pouvait le voir. Alors, je suis extrêmement... Alors ça m'a toujours... J'ai pas de réponse, ou alors j'ai peur d'avoir la réponse, c'est-à-dire que... comment un ouvrage comme ça, que personne ne connaît, et a été visiblement, moi j'ai beaucoup pratiqué la Bibliothèque nationale, même des bouquins qui ne sont pas reliés, ils ne sont pas dans cet état-là, c'est pas possible. Alors il y avait encore la carte, il y avait ah oui, justement. Mais imagine-toi ce bouquin avec complètement détérioré et mis à la disposition des lecteurs. Donc il a fallu qu'il y ait des dizaines de, je dis même pas des centaines, mais des dizaines de consultations. Mais qui a pu consulter un bouquin comme ça avant 1967? C'est mon opinion. Alors là, je ne peux pas l'asseoir sur quoi que ce soit. C'est une opinion personnelle, que je ne peux pas développer, c'est trop compliqué. C'est qu'il y a eu une équipe dans les années 30 qui ont travaillé sur le sujet. Et je pense que le dossier vient de là. Et ils ont épluché tout ce qui était épluchable, c'est-à-dire ils ont consulté la César, ils sont passés tout au peigne fin. Il y a une chose, par exemple, et j'arrêterai là, il est indiqué dans l'Ordre de Rennes que la tête du Christ, du calvaire, a été faite 3 fois. Or, c'est pas du plâtre, c'est du fer forgé, je crois, hein, on peut dire. C'est-à-dire que si c'est brisé, ça ne se répare pas comme ça, je veux dire 3 fois. Or, il y a alors je ne sais pas à quel moment ça s'est produit, mais une des stations du chemin de croix, je crois que c'est la 11, je crois,
c'est celle qui est près du diable. Le Christ est retenu par un bras et la tête est cassée. Et aussi loin qu'on peut remonter dans les photos, déjà en 65, puisque les photos de l'Ordre de Rennes datent de 65, la tête est déjà cassée. Alors, la carte postale du fond de l'église, c'est très difficile à déterminer. Alors, est-ce que c'est une allusion à ça? Je veux dire, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des indices dans l'Ordre de Rennes qui montrent qu'il y a un travail qui va au-delà de l'espèce de mystification ou de balancer des renseignements. Et je ne reviendrai pas sur l'histoire au Louvre. Il récupère les bergers d'Arcadie et un tableau de Saint-Célestin. Bon, ben maintenant, on sait que Saint-Célestin, ça veut dire autre chose. Ça rejette sur... bon, il y a Bergère, pas de notation, que Ténier, Poussin. Bon, voilà. Donc, ça, c'est tout un... Là, on pourrait passer la nuit là-dessus. Voilà. Mais, je veux dire, l'Ordre de Rennes, d'ailleurs, je le dis toujours, dans l'Ordre de Rennes, il y a tout. Alors, évidemment, après, il faut décortiquer, il faut éplucher, il faut enlever les scories de ce qui est utile. Par rapport à ce que vient de dire Michel, dans mon premier bouquin, j'ai produit cette photo du Boudet, qui est reproduite partout d'ailleurs. C'est l'exemplaire que j'ai, enfin je n'ai pas l'exemplaire, c'est l'exemplaire de la bibliothèque municipale de Carcassonne dont j'ai l'intégralité en photo. À l'époque, j'étais allé voir Desca et j'étais arrivé, j'ai le microfilm complet, intégral. Et ça, c'est l'original. Et regardez comme il est déjà très abîmé. Or, cette photo date de fin 68, début 69. Alors, on n'est pas évidemment dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, etc., mais il était déjà pillé alors que le bouquin de Gérard venait à peine de sortir. Il y a quand même quelque chose de très curieux. Ça m'avait beaucoup étonné, et là vous avez la preuve absolue, ça m'avait beaucoup étonné que ce bouquin soit très abîmé. Actuellement, il n'est plus consultable à la Bibliothèque municipale de Carcassonne. Voilà. Il y a décrit dessus, offert par M. l'abbé Boudet, puisqu'il avait offert à la bibliothèque. Bien, merci à tous pour ces témoignages qui, je pense, offrent pas mal de pistes de réflexion qui méritera une autre conférence sur quels ont été le pourquoi Plantard arrive avec tous ces documents, qui a pu le piloter, etc. Tout ça, sujet à suivre. Donc maintenant, je vais vous demander à tous si vous avez quelques questions à poser à nos intervenants. Donc le micro circule. Si certains d'entre vous ont des interrogations sur la crypte, l'église, les travaux de nos différents chercheurs. Il en faut toujours un premier. C'est mieux là? Donc en 1938, Plantard avait 18 ans, il est né en 1920. Si on accepte l'idée, Jean-Pierre Montaigne nous le dit, donc c'est que c'est vrai, il nous dit que Plantard disposait de 2 malles de documents, une venant de son grand-père, l'autre ayant été manifestement acquise, vraisemblablement aussi par son grand-père, et elle se trouvait à Londres. Vous pensez qu'en 1962, Plantard, bénéficiant de ces documents-là, aurait attendu l'âge de 42 ans pour se lancer et venir à Rennes? C'est une question. Je laisse le micro à qui veut répondre. Je vais vous demander néanmoins de faire des réponses concises pour pouvoir rester dans notre emploi du temps. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, ça correspond à ce que dit M. Montaigne, mais il n'y a pas de preuve avant 1962. Il n'y a aucun courrier, il n'y a rien, il n'y a que des choses, des rumeurs. Il affirme que... il faut vous expliquer que Plantard vivait... Alors là, je n'ai pas toutes les choses en tête, mais bon, je les ai sur papier, etc. Mais Plantard vivait, à l'époque où il vivait rue Victor Hugo,
il avait accès à une bibliothèque du comte de... Tu dois mieux savoir ça. Il avait, enfin, en tout cas, et Philippe de Cherizet avait accès à une bibliothèque très importante. Et c'est là-dedans qu'ils ont fait leur généalogie. Ils ont travaillé sur la généalogie. C'est là-dessus qu'ils ont un peu blindé leurs études. Mais l'arrivée de Plantard avant 62, il n'y a aucun élément qui le donne. Alors après, bon, il peut parler de documents donnés par son grand-père. Moi, je veux bien, mais pourquoi les a-t-il jamais montrés à quiconque? Il les aurait montrés à Louis Vazard, je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire, Louis Vazard, à Jean-Pierre Deloux. Voilà, il y aurait eu des éléments qui seraient sortis, même fragmentaires, mais il n'y a rien. On est obligé de le croire sur parole. Justement, alors là, Michel, il me fait enchaîner sur quelque chose d'assez particulier. Je ne pensais pas qu'on en parlerait comme ça. Moi, je suis j'ai des opinions très particulières sur l'histoire Plantard sur Cherizet de Sède, pour avoir été partiellement témoin des affaires, pas complètement bien sûr, mais partiellement. J'étais assez ami avec Philippe, moins que certaines dans la pièce. Je pense qu'il doit y avoir Paul Rouel qui est par là, à moins qu'il soit parti, qui était très proche de Philippe, lui. Je suis très intrigué par quelque chose. J'ai eu une très longue, enfin pas très longue, une longue correspondance avec Philippe de Cherizet. On était relativement amis ou copains, enfin bons copains, disons, pour que je ne pense pas aujourd'hui qu'il ait essayé de se ficher de ma figure. Or, il m'a envoyé des documents, Philippe, de sa main, vous connaissez ceux qui connaissent son écriture, cette grande écriture de Philippe de Cherizet, dans lesquels il m'envoie des pistes, des éléments de réflexion qu'il fait. Or, ce qu'il m'envoie, ce n'était pas pour m'abreuver. Il savait que je n'écrivais rien à ce moment-là sur Rennes-le-Château. Ce n'était pas pour me donner des renseignements, c'était pour échanger. Et j'ai notamment des courriers dans lesquels on échange sur des poèmes de Gérard de Nerval. Donc un poème qui est le roc de Tarascon, en fait, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, ce roc voûté par art, etc. Avec les ancêtres des contes de foi, etc. Il me fait tout un speech là-dessus, un très très gros truc. Il me parle de Madeleine, il me dit regarde les correspondances entre Madeleine et Cybèle, comment on passe de la cour au jardin, en fait, etc. C'était quand même très intéressant parce que Philippe, c'était un pataphysicien, un surréaliste, tout ce que vous voulez, comme Gérard. Gérard, je l'ai quand même très très bien connu. J'ai pas la sensation, j'ai jamais eu la sensation qu'il se fichait de ma poire. Alors, ou bien j'étais très naïf et abusé, mais enfin, on s'est quand même fréquenté pendant 20 ans avec Gérard. Bon, pas en permanence. Avec Philippe, beaucoup moins, mais on était proches. Je suis très très perplexe, moi, sur tout ce qui se raconte actuellement, sur la fine équipe, sur le montage, les forgeries, en fait, tout ce qu'on peut expliquer sur la question. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, parce que Christian a sorti des documents qui sont sans discussion, hein, possible, et d'autres. Mais je dis qu'il faut nuancer. Il y avait quand même une part ils avaient quand même une vraie part d'interrogation dans leur démarche. Ils n'étaient pas dans une farce. C'était pas du tout une farce. Hein. Ils n'étaient pas du tout dans une farce. Ils étaient dans quelque chose qui est assez complexe. Et je voudrais juste ajouter quelque chose qui apparemment n'a ni queue ni tête et rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais par contre, ouvrez bien vos oreilles. Alfred Jarry, Raymond Roussel, Maurice Leblanc, ont codé toutes leurs œuvres comme étant d'un commun accord. Je ne vous en dirai pas plus. Mais ce codage de leurs œuvres, il a été démontré notamment par André Breton et par Georges Perec, qu'ils avaient codé à l'aide des 2 ouvrages de Fulcanelli qui n'étaient pas sortis, qui sont sortis 15 ans plus tard. Voilà, c'est tout. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Levez la main, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est problématique. Juste devant, André. À toi, André. Merci. Bon, déjà, je voudrais rectifier quelque chose. Ce n'est pas Plantard qui dit que la vraie langue celtique est codée, c'est le livre de Gérard de Sède. En 67, dans l'Ordre de Rennes, il nous donne bien la liste
en fait, en parlant de la langue basque, bon, de suivre une maison, un ruisseau. Enfin, c'est Gérard de Sède qui parle d'encodage de Oui, l'abbé Boudet. il n'y a aucun souci, mais je pense que tu excuseras ma méconnaissance de l'affaire et des Voilà. détails en disant que quand je dis Plantard de Sède, je parle de l'ordre de Rennes. Par contre, on va rester, si ça ne te dérange pas, sur les questions. Après, on pourra s'interloquer. Après, il n'y a aucun souci. Juste un détail, on sait qui est derrière l'ordre de Rennes de Gérard de Sède. On le Oui, sait très bien. Oui, Enfin, c'est Plantard. Ça, je Donc, comprends. Mais voilà. est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est Gérard de Sède qui l'a rajouté volontairement? Est-ce que c'était voulu par Plantard? Je ne sais pas. C'est effectivement le Plantard qui va rééditer la vraie langue celtique en décembre 1978 chez Belfond, en disant qu'il a reçu de son père, enfin ou de son grand-père, je ne sais pas. Mais le premier à parler du codage, effectivement, c'est Gérard de Sède. Gérard de Sède influencé par Pierre Plantard. Il faut pas. Je sens une volonté d'occulter le rôle de Plantard, mais dans les apocryphes de la BNF qui paraissent avant le bouquin de Gérard de Sède, Plantard fait déjà X coups d'œil à l'abbé Boudet et à Rennes-les-Bains. Donc, enfin, pour moi, c'est indiscutable que c'est Plantard qui amène la vraie langue celtique. Pour apporter de l'eau au moulin de Christian sur ce qu'il vient de dire par rapport à Rennes-les-Bains, quand il fait des clins d'œil, il va très loin dans les clins d'œil, parce que quand il nous parle de Madeleine Blanc-Lassalle, il ne chiffre pas n'importe comment. Hein, parce que Madeleine Blanc et Lassalle, c'est la Blanc et Lassalle. Oui. Sauf que vous avez remarqué par quoi finit, par quelle syllabe finit Blanc-Lassalle? Par une syllabe en AL. C'est-à-dire typique de la langue des oiseaux de Grasset d'Orsay. Hein. EL ou EAL. Oui, et juste pour dire aussi qu'effectivement, la vraie langue celtique est codée. Ça, il n'y a rien à faire, je suis persuadé. Mais je rejoins ce que dit Christian, dans le sens où si tu lis Circuit, dans le dernier chapitre, tu sais bien, où, je ne sais plus comment il s'appelle, trouve le trésor du grand Romain, Charlot, oui, il parle de la difficulté de progresser dans le souterrain, quoi, dans la caverne, et il parle d'encoche. Et il reprend pratiquement mot à mot des expressions, à certains moments, il reprend des expressions piochées chez Boudet. Donc, on voit qu'ils ont beaucoup lu ce bouquin sans le comprendre. Enfin, bon, alors il y a peut-être des petites choses qu'ils ont accrochées, je veux bien en lisière, mais ils savaient que ce bouquin avait une portée intéressante, mais ils l'ont lu, relu, et bon, ils l'ont probablement pas compris. Alors, ils se sont accrochés à des détails, effectivement. Il y a toujours intérêt à regarder les grands-pères, parce que Charlot, c'est Charles. Il se trouve que Plantard, son grand-père, s'appelait Charles. Henri de Montfred, que tout le monde met à toutes les sauces, son père est très intéressant à regarder aussi. Où il était son père, à un moment donné. Il était avec les frères d'Agadir, donc, qui ont été les fondateurs occultes derrière Paul Lecourt de la date du mouvement Atlantis. Et le père de Henri de Montfred, attention au sujet qui fâche, connaissait Ernest Cross. Donc le rapport, attention, je passe la parole. Je vous laisserai poursuivre votre joute, mais bon, je vais faire comme tout le monde, hein, je vais rajouter ma poire. Quand je dis que je pose la question du codage de la vraie langue celtique, attention, je n'ai jamais dit que le livre n'était pas codé. J'ai juste dit qu'il n'y a aucun élément, il n'y a pas de texte où j'ai codé mon livre. Il n'y a pas un texte de Boudet qui dit j'ai codé mon livre. Il n'y a pas un texte de Saunière qui dit j'ai codé mon livre. Donc, le fait que la vraie langue celtique soit codée est une hypothèse. C'est simplement ça, ni plus ni moins. Après, on peut dialoguer autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Il est peut-être codé, peut-être. Question d'opinion. On en discutera avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions codées dans la salle, peut-être? Oui, non? Cela les a rendus timides. Intimidation, effectivement. De toute façon, nous prenons une dernière question s'il y en a une qui arrive incessamment sous peu, et sinon nous allons clôturer. 3, 2, 1. Adjugé. Merci à tous de votre patience.